Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline. Je suis ravi et extrêmement honoré aujourd'hui de recevoir pour la première fois Monsieur László Nemes. Alors on dit Nemes, Nemes, comment on prononce? Comme vous voulez, vous pouvez dire Nemes, vous pouvez Nemes. Nemes, c'est hongrois, ça se dit Nemes. Nemes, alors je préfère. Réalisateur, scénariste hongrois au palmarès très impressionnant, Grand Prix au Festival de Cannes 2015, Oscar 2016 du meilleur film étranger. Et aujourd'hui, je vous reçois pour votre nouveau film Orphelin qui sort sur les écrans dès demain, 11 mars 2026. Bonjour László. Bonjour. Alors, déjà un mot rapide sur le casting. Je viens de vous en parler hors micro avant qu'on commence vraiment à rentrer. Comme je vous disais hors micro, pendant tout le film, je me suis dit c'est incroyable comme l'acteur qui joue le père, je vais mettre des guillemets, mais bon, ressemble à Grégory Gadebois parce que j'avais pas regardé le casting au début qui évidemment me semblait hongrois, donc je connais évidemment personne. Et puis effectivement, c'est vraiment Grégory Gadebois, mais il parle hongrois couramment. Comment c'est quoi? Il parle hongrois couramment, oui. Vraiment? Non, il a appris. Non, mais il a appris. Moi, on cherchait un acteur en Hongrie d'abord, puis dans toute l'Europe. Qui pouvait correspondre à cet homme un peu particulier, très imposant, avec une force naturelle, voire menaçante, mais qu'on puisse aussi aimer. Et donc, il n'y a que Grégory Gadebois qui était parfait pour le rôle. Donc il a voulu faire le rôle et il a voulu faire apprendre son texte en hongrois, ce qui était un grand défi. La comédie française, peut-être que ceci explique cela. Alors le film se déroule, donc ça s'appelle Orphelin, se déroule dans la Hongrie de 1957, c'est important, on est juste après l'insurrection de 56. C'est l'occasion quand même pour nous, émission d'histoire, de revenir un peu sur cette insurrection, parce que pour beaucoup, la Hongrie de 56, il n'y a pas beaucoup de gens, je crois, qui connaissent. Comment est-ce que vous décririez déjà, dites-nous un peu ce que c'est, et c'est quoi cette atmosphère en 1957? Alors, la Hongrie était occupée par l'armée rouge en 1945, quand ils ont mis quand les nazis ont été défaits. L'armée rouge a pris le contrôle de tout le pays, avec d'autres pays. Donc, c'est quand ils ont pris le bloc de l'Est, finalement, en occupant pendant les dernières opérations pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la Hongrie était à la frontière. C'était le dernier pays, puisque l'Autriche était... il y avait aussi il y a encore jusqu'en 55, je crois, des troupes jusqu'en Autriche, puisque une partie était occupée par les Russes. Mais donc, entre 45 et 49, en Hongrie, il y avait la tentative d'une démocratie parlementaire. Mais les communistes ont de plus en plus changé les règles, et puis en 1949 ont pris le pouvoir et ont imposé une dictature de type stalinienne, de type stalinien jusqu'à la mort de Staline. Puis avec la mort de Staline, ça a continué. Il y avait une dictature très dure, même après, par un dictateur hongrois. Puis en 1956, le bloc de l'Est, il y a eu des signes avec je crois que c'est le congrès du Parti communiste russe, soviétique, avec Khrouchtchev. Ils ont donné quelques signes de détente ou un peu de changement de régime, disons. Ils ont cru que c'était possible. Ils ont cru à l'Est, dans certains pays, comme la Pologne ou la Hongrie, que ça serait possible de changer. Et donc il y a eu un changement politique par le haut. Un Premier ministre hongrois qui s'appelait Imre Nagy, qui a pris le risque de dire que c'était plus possible de continuer comme ça, mais les Russes les Soviétiques sont intervenus. Il y a eu un moment de flottement en fait. Il y a eu un moment de flottement entre octobre et novembre. C'est ça.
puisque c'est allé jusqu'à l'insurrection armée. D'un côté, les insurrectionnels et ceux qui voulaient changer le régime, et d'autres forces politiques qui sont greffées là-dessus. Et puis, de l'autre côté, les Hongrois qui voulaient continuer la ligne dure. Et les Soviétiques qui sont à un moment donné revenus donc, pour écraser la révolution dans le sang. Et c'était très sanglant. Mais dans le flottement, il y a pas mal de Hongrois qui sont partis à l'ouest. En Occident, en France, il y a pas mal de Hongrois qui sont arrivés. Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi la France ? Pourquoi vous parlez si bien français ? Oui, mais c'est pas... Rien à voir. Non, mais j'ai grandi en France, en partie. Mais c'est à partir de 89, avec la chute du mur, que ma vie a été changée. Mais pour le 56... les Hongrois sont partis, 200 000, 300 000 Hongrois sont partis. Aux États-Unis, en Occident, en Angleterre, en France. Et donc la France était un des pays, puisque la France était quand même le pays, il y avait beaucoup de Hongrois qui pensaient à la France comme le pays de la culture, et de la civilisation et de la liberté. Et c'est pour ça que pas mal de Hongrois se sont retrouvés en France. Donc voilà, donc c'est une histoire relativement tragique, puisque le pays a été quand même avec 20 000 morts au moins, donc cette révolution écrasée dans le sang, cette violence et le communisme qui a repris le dessus par la suite, même si c'était une version un peu moins sanglante, mais quand même c'était une tyrannie, et il y a eu beaucoup de morts, et l'Occident a quand même oublié, a rendu le pays orphelin. Beaucoup de gens auraient voulu que l'Occident aide la Hongrie, et puis les Américains et les Européens ont oublié le pays, ont rendu le pays orphelin. D'ailleurs, ça fait partie d'une question, parce que orphelin, c'est effectivement le héros du film, cet enfant, Andor, voilà, j'allais dire Anton, mais c'est Andor. Mais effectivement, c'est aussi le pays. C'est le pays, oui, c'est le parallèle dans le film, c'est-à-dire que c'est un gosse qui est orphelin sans l'être, d'une certaine manière. Juste pas son père. Oui, ça on va en parler, je pense, mais c'est aussi le pays qui est rendu orphelin au milieu de l'Europe. Effectivement. Le climat, on rappelle quand même l'histoire du film, rapidement. Donc c'est effectivement cet enfant qui a encore sa mère. On le voit tout petit au début. D'ailleurs, le film est étonnant parce qu'il est filmé à hauteur de l'enfant, notamment au début. Moi, je me souviens de cette scène incroyable où la mère va chercher un document, et l'officier regarde le gamin, mais en fait, il nous regarde, nous. Et il a un regard comme ça. Et c'est fort, parce qu'on se dit mince, mais c'est nous en fait, c'est assez étonnant. C'est l'immersion, c'est votre immersion, c'est ce que vous faites habituellement, et ça c'est très fort. Donc l'histoire, c'est donc une mère qui protège son enfant à la fin de la guerre. Son père est mort dans les camps, en tout cas a disparu dans les camps, disparu parce qu'on ne sait pas, et tout le temps du film il cherche son père en fait, c'est ça, hein. Il a un conte qui a été raconté par sa mère, que son père va peut-être revenir. Il a disparu, mais il va peut-être revenir. Et l'enfant parle à une chaudière dans l'immeuble, comme à une prière, comme un fantôme. Et il s'est fait toute une fantaisie sur ce père absent. Et puis il se trouve qu'il y a un autre père qui se pointe, qui arrive devant leur porte et raconte une toute autre histoire, et qui est une histoire qui va ouvrir tous les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, et c'est donc Grégory Gadebois qui fait ce personnage-là. Et est-ce qu'on peut dire que la Hongrie de 57, c'est une société, et je trouve qu'on le ressent bien dans le film, où tout le monde se méfie de tout le monde, on est vraiment de l'autre côté du mur, quoi. Oui, c'est assez paranoïaque, je pense. Oui, on est dans un système de surveillance. Les gens se surveillent.
les gens ne se... il y a la question de cette surveillance qui est dans le film. On le sent bien. Oui, c'est le regard des autres qui pèse. Et le motard, avec la petite ruelle, là, oh là là. On se dit, qu'est-ce qui va leur arriver ? Oui, les gens sont pas... Peut-être qu'en Occident, les gens sont moins habitués à cette sensation de la tyrannie omniprésente. Oui, je pense que certains l'ont connu pendant l'occupation, c'est évident, mais ça n'a pas duré suffisamment. Voilà, exactement. Effectivement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce moment très particulier en fait, de l'histoire ? Parce que c'est quand même un moment particulier. C'est rattaché un peu à votre oui, c'est une histoire familiale, puisque c'est l'histoire de mon père, l'histoire de ce gamin. Donc j'ai pu puiser dans des énergies profondes. Mais c'est aussi parce que l'histoire s'est déroulée comme ça. C'était après la Révolution que ce boucher de la campagne a fait irruption dans la vie de mon père et de ma grand-mère. Et c'est parce que, encore une fois, c'est un pays qui était promis à un autre avenir. Je pense que c'est un pays assez intéressant, qui a donné beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands scientifiques au monde, et pourtant qui s'est retrouvé déchiré par le XXe siècle, qui était absolument tragique. Donc moi, j'ai voulu parler de cette... je suis toujours intéressé par comment le système politique... l'organisation humaine, comment cette organisation affecte le facteur humain, comment la subjectivité est affectée par tout ce qui est l'idéologie ou le système politique, et beaucoup plus à hauteur d'homme qu'autre chose. Votre film précédent, justement, c'était plutôt les camps, donc c'était, j'allais dire, plus petit. Mon premier film. Ça, et puis après, là, c'est tout un pays, en fait. Voilà, c'est tout un pays. Qu'on ressent, évidemment. L'idée, comment vous avez eu l'idée de faire ce film, de prendre justement votre famille comme point de départ, finalement? Parce que j'ai été, disons, traumatisé par cette histoire familiale, quand même, que c'est la question des origines, vraiment, qui est directement affectée par l'histoire. C'est pas juste quelque chose de lointain, c'est extrêmement... C'est dans mon corps que je perçoit les contradictions du XXe siècle et de cette attirance pour la barbarie, quelque part. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et aussi, en dessous, il y a une histoire fondatrice, c'est l'histoire de la filiation, du remplacement du père, et la question de la parenté, et de la transmission. Quels sont les traumatismes qu'on transmet, comment on les transmet, puis quelque part ça devient une question sociale, civilisationnelle pour tous. C'est intéressant parce que pendant le film, je me disais, c'est marrant, ça me fait penser au retour de Martin Guerre, ça me fait penser au colonel Chabert, et toutes ces périodes finalement qui ont connu des grandes guerres, et ce retour, ou un vrai ou faux retour de personnages, j'imagine que c'est arrivé dans plein de familles. Bien sûr. C'est que juste les 70 dernières années, on a un peu oublié en Occident l'histoire. C'est-à-dire qu'on se croit dans un moment post-historique, alors que c'est là, les conflits sont là. Exact. Vous n'allez pas arrêter le cours de l'histoire juste parce que vous croyez en dehors de l'histoire. Donc ça, c'est une énorme question. Et pour moi, c'est l'Occident qui aujourd'hui doit un peu se remémorer ou de retrouver un peu ses sensibilités, puisque on sent que les choses ne sont pas arrêtées en 1945. C'est clair, c'est à mon petit niveau, je ne suis pas le seul, on est quelques-uns. On essaye justement de faire, d'expliquer que, c'est pour ça que c'est bien. Ce qui arrive aujourd'hui s'explique par l'histoire, et ce qui va arriver demain s'explique. Oui, c'est parce que mon travail a toujours été, j'ai toujours voulu faire en sorte que l'histoire soit pas juste quelque chose de statique, de fictionnel. C'est dans le cœur des hommes et la vie des gens, et
Et même, j'ai fait un film là sur l'occupation, sur Jean Moulin dernièrement, et c'est vrai que c'est quelque chose qui on retrouve même, on peut retrouver évidemment dans la mémoire française, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Oui, je suis d'accord, effectivement. Le film montre beaucoup de familles brisées, des non-dits, beaucoup de secrets. Ça aussi, c'est une manière d'évoquer les traumatismes, la répression. Bien sûr, mais il se trouve que la Hongrie est un cas très intéressant, puisque toutes les idéologies ont été adoptées à un moment donné dans ce pays, et donc la tyrannie a toujours trouvé un terreau, un sol fertile, et c'est vrai que c'est une énorme question, parce que c'est un pays qui était vraiment promis à d'autres avenirs. Ça, avec l'Autriche-Hongrie, c'était quand même assez... j'ai fait un film là-dessus aussi, la promesse d'un avenir beaucoup plus radieux. C'était quelque part l'Autriche-Hongrie était presque un prototype d'une Europe, où les nationalités et les différentes religions pouvaient coexister d'une manière plus ou moins relativement en tout cas. pacifique, et en même temps la Première Guerre mondiale avec une extrême violence a mis fin à tout ça. Et après toutes ces communautés, tous ces pays, tous ces peuples se sont retrouvés hermétiquement isolés les uns des autres, alors que l'Autriche-Hongrie était beaucoup plus un mélange. Et donc, quelque part, on peut aussi voir ça d'une manière comme si c'était une régression dans l'histoire. La Hongrie qui avait beaucoup marqué l'impératrice Sissi, qu'on connaît évidemment bien, et qui est effectivement promis à un avenir assez incroyable. Dans le film, donc Andor, le garçon, perçoit les tensions des adultes sans les comprendre. En fait, on voit ça, c'est un peu une métaphore. Il y a un côté... on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop où on va. C'est-à-dire, quand on est enfant, on perçoit, lui il a 12 ans, on est à la limite de la compréhension globale des choses. C'est clair. On n'y est pas encore, mais on comprend plus que juste un petit enfant. Et donc j'ai voulu que le film reflète cet entre-deux, qu'il n'est pas capable de tout comprendre. C'est la position de l'enfant, c'est aussi ce qui m'intéresse le plus, c'est aussi l'être humain n'est pas toujours contrairement à ce que le cinéma nous dit souvent, nous suggère, c'est que l'être humain est capable d'avoir beaucoup plus d'informations. Et en fait, souvent les informations sont limitées. C'est ce qui m'intéresse aussi dans la question de l'histoire, c'est-à-dire on pense que l'histoire c'est comme dans les livres, quelque chose d'un peu au loin. Mais quand c'est dans votre vie et quand ça vous affecte, c'est quoi? C'est plus de l'histoire, c'est de votre vie. C'est de l'ADN. Voilà. Et donc, de comment ces choses sont connectées. Et j'ai voulu que en plus, dans un système répressif, vous avez encore moins d'informations. Donc, on n'a pas accès à ce flot continu d'informations. Et donc, l'enfant doit aller chercher ce qu'il veut comprendre, ce qui n'est souvent pas facile. Et puis, on lui a menti. On lui a menti, on a transformé ses origines, la vérité de sa genèse. Et donc, du coup, il y a toute cette question des couches des traumatismes, où on commence à aller creuser profondément dans ces couches, dans un pays en Europe centrale, qui est dans le cœur de l'Europe, qui donne un peu l'essence ou le destin du continent européen. Donc c'est particulièrement fascinant, je pense.
Je suis d'accord. Et puis les traumatismes, ça laisse des traces. Donc, pour bien sûr. Et puis vous pouvez pas vous êtes obligé d'une certaine manière à les transmettre à la génération d'après. Exactement. On sent pendant tout le film, j'ai senti une espèce de violence intérieure, notamment quand je raconte pas exprès évidemment la fin du film bien sûr, mais quand il trouve le pistolet, on a l'impression que cette violence, elle est prête à, encore une fois, elle vient de se soulever un an avant, que les gens à nouveau seraient prêts à, ils ont été laissés, et on le sent ça. On sent, les gens étaient extrêmement déçus et terrifiés par les événements. Et quand les soviétiques sont revenus avec des chars à Budapest, et d'ailleurs beaucoup de photographes ont pris des photos là-dessus et il y avait un énorme tollé international. Tout le monde ne parlait que de ça. Albert Camus a écrit une lettre aux Hongrois sur le sang des Hongrois et c'était sur la une du Time Magazine. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de répercussions à l'international et cette idée d'une génération perdue et aussi d'une génération qui a voulu se soulever pour gagner les valeurs de l'Occident et l'Occident l'a abandonné, donc tout à fait. C'est d'autant plus tragique et donc du coup donc c'est ce qui est dans le film. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Ouais. Et cette violence où on sent qu'à tout moment ça peut exploser. D'ailleurs, Grégory Gadebois joue très très bien. Parfois, il explose. Et quand Andor lui vole sa moto à un moment donné, et là je dévoile pas, c'est pas gravissime dans le film, donc c'est pas grave. Je ne spoil pas comme on dit aujourd'hui dans un français correct. Quand il lui vole sa moto pour partir et qu'il se prend le mur, il rentre dans, parce qu'évidemment il ne sait pas conduire une moto à son âge. Je me dis l'autre il va lui mettre une rousse, ça va être effroyable. Alors qu'en fait non, il est ultra protecteur. Il dit tiens. Avec moi. Enfin, c'est la dualité du personnage, c'est-à-dire qu'il à la fois il est menaçant, il est terrible et en même temps il aime son fils. Oui, c'est ça. Mais c'est la contradiction irréconciliable qui fait cette tragédie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste enlever une partie de nous-mêmes et dire que ça n'existe pas. Donc c'est vraiment une question aussi de la civilisation. Est-ce que la civilisation essaye d'intégrer la partie de cette noirceur, cette propension à la violence en elle-même. Comment vous avez travaillé sur la documentation historique pour reconstituer la Hongrie de 57 ? On a beaucoup travaillé sur les images d'archives, les photos qui ont été explorées. Moi, j'ai toujours été très intéressé par l'iconographie, que ce soit dans la peinture ou dans la photo. J'ai toujours utilisé des références. Je mets toujours des références devant chaque scène. Je mets une référence que je voudrais que ça soit comme ça. Je voudrais que ce soit comme cette photo ou cette peinture. Et on avait accès à pas mal d'archives et de temps en temps, vous retrouvez dans le film une vue de Budapest ou une perspective. Et là, on a toujours essayé de recréer ce qui n'existe plus aujourd'hui, cette ville en partie détruite qu'on voit dans le film. Donc il y a eu beaucoup de travail sur la reconstitution visuelle de Budapest après la Révolution de 1956. C'est tourné là-bas ? C'était tourné là-bas. D'accord. Et j'imagine une partie des documents de votre famille aussi, ou de l'histoire orale ou oui, d'ailleurs, il y a des journaux de gamins de 12 ans de l'époque qui ont été publiés, où un gamin qui raconte sa vie de tous les jours pendant la Révolution de 56, c'est très intéressant. C'est génial, ça. Ils avaient accès à vraiment une subjectivité et au jour le jour de ce qui se passe. Ouais, ça c'est excellent. En Hongrie, la mémoire de 56 reste vive, ou est-ce que l'histoire a fait son œuvre ? Oui, c'est souvent un peu récupéré politiquement, mais la mémoire reste vive, mais en même temps est un peu oubliée. D'accord. Donc le film va faire office un peu de... Oui, c'est autant que possible, parce que les gens
les gens sont souvent un peu déçus de leur vie et que justement c'est un pays qui n'a pas su se regarder dans le miroir sur les 100 dernières années et donc du coup c'est aussi un pays qui a du mal à avancer. Alors il y a un passage, là encore, je vais le dire, mais ça ne gâche pas le film du tout, c'est pas un spoil. C'est quand Andor écoute le match de foot quand il est chez lui, donc il écoute ça à la radio et on entend Ferenc Puskás. Et là ça a été une espèce de Madeleine de Proust pour moi, parce que mon père me racontait cette époque-là, parce que là on est en 57, c'est 57, 58, Puskás a joué au Real Madrid, il a joué avec Copa, il a joué contre Fontaine, etc. Et j'ai vu mon père en fait, parce que mon père avait à peu près le même âge que ce gamin-là. C'est fort, ce moment, c'est un vrai voyage temporel. C'est assez étonnant. Et je m'attendais pas à ça. Et c'est ce qui fait, je vous disais avant de prendre l'antenne, mais je vous disais, c'est pas le type de film que je regarde habituellement. D'ailleurs, c'est une erreur, je devrais. Je suis plus comédie, je suis plus pour essayer de sortir un peu de la vie quotidienne et tout. Et finalement, c'est très fort ce genre de film. Ça peut nous renvoyer, on se rend pas compte à quel point ça peut nous renvoyer des images, alors que j'ai pas connu du tout cette époque, quoi. Oui, c'est un peu le but du cinéma, quand même, de vous interpeller, peut-être d'essayer de vous parler, mais aussi parce que c'est une histoire universelle. En l'occurrence, l'équipe hongroise, ce qui s'appelait l'équipe d'or, était la première à adopter des tactiques moderne, et c'est pour ça que ces noms restent encore familiers à certains. Bien sûr, évidemment. Avec ce qui se passe en ce moment en Iran, et toute proportion gardée évidemment, puisque c'est pas la même histoire, mais vous pensez que l'histoire d'Orphelin, qui est spécifiquement hongroise malgré tout, qu'elle peut parler plus largement à toutes les sociétés qui ont traversé ce genre d'histoire? Oui, je pense que le cinéma, comme la littérature, c'est toujours la spécificité quand même, et à travers la spécificité, le particulier, on atteint l'universel. Donc j'ai plutôt peur que le cinéma devienne quelque chose de non spécifique. Donc du coup, dans cette course effrénée à vouloir devenir vendable, exportable partout, on gomme toutes les spécificités, mais c'est à travers le spécifique qu'on devient universel, et c'est en se projetant dans un ailleurs, mais très spécifique, qu'on arrive à avoir de l'empathie. Donc je pense que c'est très humain et c'est très, très, très important. Du coup, vous m'avez donné envie de voir ce genre de film maintenant. Ça me change des explosions dans tous les sens, des trucs en 3D insupportables. Oui, mais c'est aussi parce que c'est un mensonge. Je veux dire, souvent les gens ne survivent pas à une explosion, alors que dans un film grand public lambda, probablement un être humain ne survivrait pas à des actions comme ça. Donc c'est souvent du mensonge. Et le problème avec le mensonge, c'est que inconsciemment, les gens n'y croient pas. Donc du coup, ça ne va pas assez profondément. Et dans l'histoire humaine, quand l'aventure humaine a commencé, autour du feu, les gens se transmettaient les grandes histoires archétypales. C'était des histoires aussi pour toucher les gens plus profondément et de leur poser des questions qui n'étaient pas évidentes. C'est pas des questions faciles toujours. C'est la partie difficile en nous-mêmes. Si on n'essaye pas de plonger dans ces difficultés, on perd un peu le côté humain, la civilisation. Oui, effectivement. Les historiens, eux, s'efforcent, on va dire, d'établir des faits. Les cinéastes, comme vous travaillez avec les émotions, évidemment. Et quand vous racontez ce moment-là, selon vous, vous êtes plus proche du conteur, plus proche de l'historien, ou un peu des deux? Je suis plutôt conteur, mais j'ai quand même étudié l'histoire, et je suis très intéressé par ça. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, je suis un peu historien, mais j'ai des spécialistes, des experts qui travaillent avec nous. Donc du coup, ça nous permet
d'avoir une certitude, des certitudes concernant la reconstitution historique, que c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Effectivement, ça je suis carrément d'accord. Et justement, vous disiez que ces périodes-là peuvent être récupérées aujourd'hui, en Hongrie notamment. Comment on fait ? Est-ce qu'on s'auto-censure ou est-ce que... Non, moi je ne me censure pas. Jamais ? Non. Et puis d'ailleurs, tout le monde me laisse tranquille sur ce que je fais et personne ne vient vouloir changer. Et j'ai plus de problèmes avec les studios américains quand j'essaie de faire un film en anglais, par exemple. J'ai beaucoup plus de problèmes avec les producteurs qui viennent me parler de en voulant changer l'histoire ou des choses. Je reçois beaucoup plus d'ondes un peu censure que dans ce système hongrois, ce qui est quand même assez étrange. Ouais, c'est assez dingue, effectivement. Pour parler cinéma, comment vous voyez le cinéma, son évolution aujourd'hui ? C'est en train de changer quand on voit l'influence des Netflix, Apple, etc. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, cinéaste, ou comment vous... Non, je trouve que c'est terrible. Les gens passent plus de temps à regarder les petites fenêtres sur Netflix que regarder des films. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent vers des anciens films, les grands films. Je pense, parce qu'ils voient bien que ce que les studios nous proposent est souvent d'une unidimensionnalité accablante. Et qu'il y a une conformité, une uniformisation du produit, ça devient du contenu. C'est plus les grandes histoires, parce que les grandes histoires sont difficiles. Il faut forcément, il y a aussi de la noirceur dans ces histoires. Et pour ça, c'est un voyage mythique, c'est de l'ordre du mythique. Et en perdant le côté mythique, on perd la grande histoire autour du feu. Ouais, je comprends. Et donc, je suis très pessimiste, en fait. Parce que le cinéma n'a pas su se protéger vis-à-vis de la télévision, n'a pas su se protéger vis-à-vis de l'Internet. Avec leur révolution numérique, en ayant tué la pellicule et l'artisanat au cinéma, on est devenu des esclaves de la télé et du contenu. Et moi, j'essaie encore une fois, en tant que dernier des Mohicans, de résister avec quelques-uns. Il y a d'autres personnes aussi, je ne suis pas le seul, mais de temps en temps, j'ai l'impression que j'étais l'un des derniers à dire que le cinéma doit se protéger et affirmer ses valeurs artistiques et ne pas essayer de faire de la télé. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un dernier coup de hache qui vient d'arriver, l'intelligence artificielle qui risque même d'être encore pire, c'est-à-dire de pondre maintenant des scénarios, voire même carrément faire des images, quoi. Le problème, c'est que les gens devraient plutôt s'inquiéter, ceux qui écrivent des scénarios, que pourquoi ils n'arrivent pas à écrire de meilleurs scénarios que l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'un bon scénario ne peut pas être écrit par l'intelligence artificielle. Je suis assez d'accord. Mais effectivement, je pense qu'il y a pas mal de scénarios sur Netflix qui sont déjà écrits par l'intelligence artificielle. Donc, ce qui serait bien, c'est d'utiliser nos cerveaux, d'essayer de faire comme dans les grands films, dans l'histoire du cinéma, on arrivait à raconter des histoires qui étaient spécifiques. Même la Guerre des Étoiles, si vous prenez la Guerre des Étoiles, c'est très personnel. George Lucas avait un grand problème avec son père. Il a écrit ce projet pendant 10-15 ans. Et il n'est pas arrivé à la dernière version avant de régler quelque part son voyage intérieur. Et c'est un film sur le père. Et s'il n'y avait pas eu George Lucas et la spécificité de son histoire personnelle, on n'aura jamais eu cette histoire, ce film. Ce qui a lancé le nouvel Hollywood. Oui, et maintenant c'est sclérosé et le pouvoir a été pris par les ordinateurs. Le problème, c'est que les gens veulent voir
des histoires, veulent vivre des histoires qui ont un sens pour eux. Et pas juste mettre des explosions sur des trucs écrits par l'intelligence artificielle. Exact. Si vous aviez, dernière question, si vous aviez tous les moyens possibles et imaginables à votre disposition, le rêve de votre vie, le film de votre vie, ce serait quoi ? Ou ce sera quoi ? Parce que peut-être. Quand j'étais gamin, je voulais faire le Seigneur des Anneaux en tant que film. Mais ça s'est envolé. Ouais. Donc j'ai dû laisser tomber ce rêve. Pourtant, je pense que j'aurais fait un meilleur film. J'aurais été plus dans la légende et le mythe que le film d'horreur. Mais voilà, pour l'instant. Mais bon, comme je suis plutôt maintenant réaliste. Un peu pessimiste. J'ai du mal à répondre à votre question. D'accord. Ok, écoutez, en tout cas, vous êtes certainement sur d'autres projets, mais si c'est des projets qui sont liés à l'histoire, vous êtes le bienvenu. J'ai fait Jean Moulin, donc, qui va sortir pour le cinéma ou pour... Oui, j'ai fait avec Gilles Lelouch, j'ai tourné un film qui s'appelle Moulin et qui va sortir en octobre 2026. Mais il faut qu'on se revoie. Avec plaisir. Avec grand plaisir. 1943 Lyon, voilà. Génial. Voilà. En tout cas, pour l'instant, Orphelin sur les écrans dès demain, à partir donc du 11 mars 2026. On croise les doigts pour que ça reste longtemps au cinéma, parce que ça aussi, si on passe une semaine, parfois, ça disparaît. C'est assez dingue, mais là, il faut y aller. Allez au cinéma, c'est important. Merci beaucoup, vraiment. Vous êtes formidable, Laszlo Nemes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ravi et très honoré que vous soyez venu au micro. Merci pour l'invitation, je reviendrai. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.